Welcome to the dark side et bienvenue dans cette vidéo consacrée au pire film de tous les temps. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quels sont pour vous les pires films de tous les temps, ça serait super intéressant. Donc on commence tout de suite avec du lourd, du trop lourd même. Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution est sorti en 2009, réalisé par James Wong. Donc je tiens à préciser que James Wong réalise des épisodes de séries, et non pas des séries en elles-mêmes. Enfin bref, on lui a confié le film Dragon Ball. Juste ça, c'est pas vraiment bon signe. L'univers de Dragon Ball, c'est toute mon enfance. C'est également l'enfance de beaucoup de gens autour de moi. C'est vraiment un truc que je regarde avec plaisir, c'est que de bons souvenirs. Je me rappelle, quand j'étais petit, devant le combat Goku contre Freezer, j'étais encore plus à fond que les doubleurs. Je devais sauter d'un canapé à l'autre. En 2009 arrive, t'es au collège, pépère, là on t'annonce qu'un Dragon Ball en film va sortir. Mais wesh, mais quand t'as 13 ans, ton passe-temps favori c'est d'essayer d'enfoncer les côtes de ton frère à coups de Kamehameha et de Final Flash, on est d'accord? Parce que sinon t'as pas eu d'enfance, hein, désolé, je te dis ça comme ça, mais tu sais que ce film sera sûrement ton film préféré. Eh ben non, eh ben non, en fait non, pas du tout. Ils ont juste tout à fait violé mon enfance. Je me rappelle de la sensation de gêne que j'ai ressentie sur quasiment toutes les scènes du film. Alors, pour faire simple, rien ne va. Rien ne va. Les effets spéciaux sont juste ridicules, le scénario a probablement été écrit entre deux voitures dans une ruelle sombre par un mec bourré qui est certainement laissé pour compte, il doit boire des verres à la pelle et... Oh pardon, je m'égare un petit peu, désolé, je reprends. Au niveau des acteurs, on a un Goku qui n'est pas Goku. Non mais, regarde la tête du gars. Regarde-moi ça! Non, tu crois qu'il est capable de claquer un Genkidama ce mec-là? Non, attends. Il est tout juste bon à jouer dans des sitcoms ce gars-là, c'est pas possible. Et Bulma, elle est jouée par Emi Rossum, donc voilà, pareil, hein, on va piocher dans des acteurs américains, hein, toujours pour une licence japonaise. Bon, là pareil, hein, tartinon, mais bon, le seul truc qui m'a vraiment interpellé, c'est la mèche bleue, bordel. Non, mais non, tu appelles ton personnage Bulma, tu lui fais des cheveux bleus. Oui, mais c'est galère, les besoins du casting, et puis c'est pareil. Je pars du principe que si un cochon te parle dans une œuvre et qu'il essaie de checker ta culotte, ça c'est pas réaliste. Donc tu fais des cheveux bleus, bordel. Pour nous, pour l'humain, le fan, le simple mortel, la quête des Dragon Ball, c'est Goku, plus Bulma, plus Krillin, plus les tournois. Osef total dans ce film. À la place, on a une espèce de pseudo-crise planétaire sur fond mystique qui broie le cerveau. Il y a un gros bordel avec Piccolo qui ressemble plus à un Mars Attack qu'autre chose. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on est... Et on le rappelle juste parce que c'est de notoriété publique et que ce film est mauvais, on est en présence d'un navet de puissance over 9000, je le répète, c'est vraiment lamentable. Enfin bref, on passe à la suite. On continue avec un film qui déclenche chez moi une sorte de réaction proche de l'encéphalogramme plat, j'ai bien nommé Batman et Robin. Sorti en 1997 et réalisé par Joel Schumacher, ce film est quand même blindé de stars. Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Freeze, George Clooney dans celui de Batman, ou encore Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy. Mais superstar ne signifie pas super film, en même temps quand l'intro du film commence par un plan sur le boule de Batman, t'as déjà un petit problème. En vrai, le gros problème du film, c'est les acteurs et le script, les gars en font vraiment des caisses. A chaque fois que Freeze ouvre la bouche, c'est pour nous sortir une vieille vanne sur le froid, la glace ou un délire du genre. Ça va, au bout de 20 minutes, on a compris que t'aimais t'envoyer des gros pots de Ben & Jerry's dans le cornet. Et Batman est passé du meilleur détective au monde au plus gros loser plein de fric, avec des répliques vraiment à chier, comme par exemple au moment où il propose limite d'acheter Poison Ivy avec sa batte carte bleue. What the fuck? Non mais en plus d'être surréaliste, la scène est horrible. Tu imagines un enfant en sortant du film? Papa, prête-moi ta carte bleue, je vais acheter la dame là-bas. Le pire c'est que les décors sont plutôt pas mal, mais alors le côté hyper enfantin mixé avec des scènes hyper sexualisées, moi je comprends plus rien. On pourrait parler de Batman Forever qui oui a d'énormes problèmes et un gros surtout Tommy Lee Jones qui s'en bat royalement les couilles durant tout le film. On sent qu'il a pris les sous-sous et point barre. Cependant, Jim Carrey sauve héroïquement le film d'un naufrage. Alors ma note pour Batman et Robin, la crucifixion sur 20. Le prochain film est devenu culte, mais pas franchement pour les bonnes raisons. Je parle de Street Fighter, l'ultime combat. Fruit d'une relation sans lendemain entre Starship Troopers et Nadine Morano, résidu raté qui n'aurait sans doute jamais dû voir le jour. Pauvre petit bout. Sorti en 95 et réalisé par Steven De Souza, on retrouve le plus aware des Belges, JCVD DVCJ, Jean-Claude Van Damme, mesdames et messieurs, dans le rôle de Guile. Et dis donc, Jamy, les adaptations de jeux vidéo en film, c'est une bonne idée, tu crois? Ouh. Eh bien non, Fred, c'est tout simplement de la merde, regarde. Ici, c'est Street Fighter, l'ultime combat. Et là, c'est de la merde. Ah bah d'accord, fallait le dire tout de suite. Allez, en route Marcel. Les décors sont moches, les costumes aussi, le masque de Vega ressemble à un vieux morceau de plastique, tout comme les habits de bison. Donc là vraiment on est sur du fan-film, réalisé par des fans, pour des fans. Pas du tout. Chun-Li ressemble à une actrice de série B chinoise, on aurait mis Marion Cotillard à la place, on n'aurait rien vu je crois, hein.
Oui, je sais que c'est facile, c'est facile. Enfin bref, si quelqu'un a des nouvelles de Ken aussi, faites-moi signe, s'il vous plaît. Les acteurs surjouent absolument tout, en ajoutant des scènes totalement inutiles, pour faire un scénario qui tient sur un ticket de métro parisien. Enfin bon, on va rien dire à ce côté-là, parce que Street Fighter c'est quand même de la baston à la base, hein. C'est pas le truc le plus cérébral dans le texte. Alors, faire de ça un film, c'est quand même un sacré challenge, hein, on est d'accord. La série animée s'en sortait pas trop mal, mais uniquement parce que le format série permet justement de mieux comprendre qui est qui, c'est bien plus long, et on voit vraiment où sont chaque personnage. Dans le film, tout s'enchaîne rapidement sans réelles explications, évidemment. Quand t'as un mec du calibre de Gigi le Belge à l'écran, t'es obligé d'envoyer du lourd. Imaginez JCVD au premier rôle dans Titanic. Juste une seconde. Ouais, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Alors l'objectif c'était, mesdames, venez voir Street Fighter, vous pourrez observer un VD plus luisant que jamais, plus testostéroné que jamais, plus jamais que jamais. Enfin bref, Street Fighter c'est pas mon jeu préféré, mais c'est clairement une grosse référence. Et on peut pas dire que le film, lui, soit une référence, à l'image de Dragon Ball Evolution en fait. Et pour finir, on va parler de Super Mario Bros, le film. Pourquoi je m'inflige ça, moi? Réalisé par Rocky Morton et sorti en 1993, ce film te donne juste envie de voter pour le retour de la peine de mort. Encore une fois, adapter un jeu en film, c'est pas une bonne idée, et encore une fois, ça se vérifie. J'ai rien compris à ce film. Bowser est méconnaissable, on dirait un punk sorti tout droit d'une pub pour Sega, et le film est un what the fuck monumental. J'ai eu l'impression dans le même film de voir Jurassic Park suivi de Ghostbusters, tout ça dans le soi-disant univers de Mario. Tu m'étonnes que ce film n'a fait que 20,9 millions de dollars contre 48 millions de coûts de production. Les décors du monde souterrain m'ont même fait penser à ceux de Demolition Man. Les effets spéciaux sont horribles, même pour 1993. Ce film aurait pu sortir en 1970, qu'il aurait quand même été moche. La beauté est ailleurs, oui, mais j'ai toujours pas trouvé. Les acteurs, quant à eux, on a juste l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, complètement perdus et sûrement atterrés de voir la merde dans laquelle ils sont en train de tourner. Tu m'étonnes qu'il y a des problèmes d'alcoolisme à Hollywood. Il y a de quoi? Et puis quelle déchéance pour Bob Hoskins qui joue le rôle de Mario. Ce mec a quand même joué dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, sorti en 1988, et dans Hook, sorti en 1991 quand même. En bref, si le paludisme est à l'humanité ce que ce film est au cinéma, on n'a pas fini d'avoir mal au cul. C'est la fin de cet épisode, j'espère véritablement qu'il vous a plu. Un gros merci à Simon qui fait les vignettes depuis très longtemps sur la chaîne et qui participait aux épisodes au tout début de la chaîne. Et là, c'est son grand retour et ça fait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire, à partager la vidéo si le cœur vous en dit et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore la force, c'est bien, le côté obscur c'est mieux parce qu'on se tape des sacrées bonnes barres de rire. Et je vous dis à très vite les amis et que la force soit avec vous.